Uh, yeah. Uh. Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Et aujourd'hui, dans ce portrait de triathlète amateur, on reçoit Hassan Fadli. Alors Hassan, il est triathlète, mais c'est surtout l'initiateur d'un projet hors norme, 5 Ironman en 5 ans pour sensibiliser à la maladie d'Alzheimer. Tout est parti d'une situation personnelle puisque le père d'Hassan a été touché par cette maladie et il a décidé de se donner le défi, lui qui n'avait jamais bouclé un Ironman jusqu'ici, d'en réaliser 5 en un an pour mettre la lumière sur Alzheimer, sur l'impact que ça a à la fois sur les malades mais aussi sur leur entourage. Et dans cet épisode, on va parler de ce qu'on peut faire concrètement pour prévenir les maladies neurodégénératives au quotidien, comment le sport peut devenir un vrai levier de santé publique et comment Hassan, sportivement, a préparé ce défi, parce qu'au-delà de cette mission qui l'anime, il y a d'abord la nécessité d'être capable, physiquement, d'enchaîner 5 épreuves de ce calibre en un an. Je vous souhaite une bonne écoute de cet échange intense, engagé, inspirant, et surtout de cet exploit d'Hassan d'avoir réussi à lever des fonds dans 5 pays différents pour lutter contre une maladie qui touche aujourd'hui près de 10 millions de personnes en Europe. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet avec Hassan, je suis très heureux de vous annoncer qu'on a lancé les premières éditions de la newsletter de Devenir triathlète. Tous les mercredis à 9 h, vous recevez dans votre boîte mail le résumé de l'épisode de la semaine, en exclusivité la question secrète qu'on a posée à notre invité hors micro, les chiffres du podcast, les meilleures ressources de la semaine et plein d'autres surprises à venir. Pour s'inscrire, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur devenirtriathlète.com, le lien est dans la description, et de remplir le petit formulaire que vous allez trouver. On est déjà à un peu plus de 200, mais avec plusieurs milliers d'auditeurs chaque mois dont vous faites partie, on compte bien voir ce chiffre vite grossir. Alors rejoignez-nous vite, c'est disponible sur devenirtriathlète.com et on se retrouve mercredi pour la prochaine édition à 9 h pile. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode avec Hassan et Hermano. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Deuxième enregistrement de la journée. Cette fois-ci, je suis tout seul. Tout à l'heure, Charlie était avec moi quand on a enregistré avec Rémi Comte, mais aujourd'hui, mon invité va passer à la mounette de mes questions juste avec moi. Et je suis très content et puis encore un petit peu sous le choc, sous l'excitation parce qu'on enregistre le 30 avril et il y a 2 jours, lundi dernier, j'étais à Marseille et j'ai pu rencontrer Dylan Liabeuf, épisode 434 du podcast si vous ne l'avez pas écouté. Dylan, qui est un jeune chercheur postdoc qui habite à Berlin et qui s'est lancé dans le défi de faire un Berlin-Barcelone en vélo, pas uniquement pour le défi sportif, mais aussi et surtout pour sensibiliser à plusieurs causes, notamment le don d'organes, notamment des causes médicales. Et l'invité que je reçois aujourd'hui a eu l'occasion de croiser, rencontrer, échanger, faire des choses avec Dylan quelques jours avant quand il est passé à Lausanne. Je suis très heureux de tendre le micro à Hassan Fadli. Salut Hassan. Salut Hermano. Tu prends le blanc, je suis en train de mourir au micro. Hassan, comme je le disais en intro, je suis super content de pouvoir échanger avec toi parce qu'on avait très rapidement échangé par message ces derniers temps. C'est Dylan qui fait un peu le lien entre nous, même si ton projet avait déjà popé dans les oreilles et dans les yeux de l'équipe de Devenir triathlète. On va revenir là-dessus, mais juste avant, je te propose de te présenter. Dis-nous tout. Qui est Hassan Fadli ? Alors très ravi d'être ici, Hermano. Merci pour l'invitation. Hassan Fadli, donc je suis le fondateur de l'association qui s'appelle 5 Ironman Beat Alzheimer. Donc c'est une association qui a pour but de sensibiliser le grand public aux maladies neurodégénératives et le catalyseur et le vecteur de message qu'on porte dans ce projet, c'est le triathlon. Voilà, le triathlon nous permet justement d'aller à la rencontre du grand public européen, français et européen, pour parler de ces sujets qui sont un peu stigmatisants, un peu traumatisants. Et le sport est en plus un moyen de prévenir ces maladies. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, avec grand plaisir. Bon, écoute, d'habitude, je te donne la parole à mes invités pour que on revienne un petit peu sur eux, leur passé, etc. On va un petit peu chambouler tout ça. Tu as parlé de l'association 5 Ironman Beat Alzheimer ou 5 Ironman Beat Alzheimer. Donc, allons-y, mettons les pieds dedans. C'est quoi Alzheimer? Pourquoi cette idée t'est venue? Plus largement, les maladies neurodégénératives, qu'est-ce que c'est? Une maladie neurodégénérative, ce sont des maladies qui touchent l'organe, qui est le cerveau. Donc, c'est une maladie chronique du cerveau. Et ces maladies
elles sont dégénératives, c'est qu'il y a un processus qui vient éteindre les neurones les uns après les autres, et c'est pour ça qu'elles portent ce nom. Et c'est une maladie qui est encore comprise pour une partie, mais pas toute une partie. Donc, il y a encore beaucoup de questions qui sont soulevées. Donc, elle est incurable pour le moment. Et cette maladie touche environ 1 million de personnes en France. C'est une maladie qui touche aussi les familles, les proches aidants. Et ce qui s'est passé dans mon cas personnel, c'est mon papa qui était touché par cette maladie. Et j'étais donc aidant de mon papa pendant une dizaine d'années. Il souffrait de la maladie d'Alzheimer. Quand on est un proche, avant même d'être un aidant, mais quand on est un proche, il y a le malade qui est touché par ça. Et j'imagine, alors, sur le ton de la rigolade, on peut se dire, ah, ça doit être marrant, tu te souviens pas des choses, et puis chaque jour, tu recommences une nouvelle journée. Ok, ça c'est pour la blague, mais en réalité, cette maladie-là, c'est pas du tout une blague. Donc il y a le malade qui, lui, souffre, mais il y a aussi les proches qui deviennent par la force des choses des aidants. Comment ça se concrétise? Toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce que tu te rends compte que ton papa, pour le coup, tombe malade et qu'en l'occurrence, c'est quelque chose qui semble toucher le cerveau et potentiellement, c'est une maladie neurodégénérative et en particulier Alzheimer? La phase avant le diagnostic était une phase un peu difficile parce que mon papa, nous, les proches, on a senti qu'il y avait un déclin cognitif. Donc, les sens qui ont évolué, qui se sont dégradés. Les sens, donc, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a tout un tas de sens avant la mémoire. La mémoire est effectivement c'est effectivement très impactant au départ parce que c'est l'hippocampe qui est souvent touché, donc la mémoire récente. Et ensuite, on a voulu tout simplement poser un diagnostic, donc amener mon père chez le médecin pour poser le diagnostic. Et très souvent, dans les deux tiers des cas, eh bien, la personne vit ce qu'on appelle le déni. Donc, mon papa était un peu dans le déni, il ne voulait pas voir le médecin, il savait très bien qu'il avait cette maladie. Mais là, on rentre dans une phase, effectivement, du traumatisme de la maladie dans les sociétés. Et c'était un peu douloureux pour nous de l'amener chez le médecin pour poser un diagnostic, sachant que nous, on savait déjà qu'il y avait une dégradation dans ses capacités cognitives et que ça ressemblait à une maladie Alzheimer ou similaire à Alzheimer. Donc le diagnostic était difficile à poser du fait de ce déni. Et une fois qu'il a été posé, c'était un choc, c'était une douleur. En même temps, c'était une confirmation de ce qu'on avait un petit peu ressenti. Et ensuite, on s'interroge sur tout un tas de choses. On essaie de se documenter. Il y a effectivement... On n'a pas suffisamment d'informations, on n'est pas suffisamment sensibilisé, on ne comprend pas vraiment trop ce qu'on devrait faire et ce qu'on devrait préparer à faire. Et donc, on rentre dans une phase un peu inconnue où on est en fait noyé dans un tas d'informations qui ne sont pas forcément fiables. Et là, on rentre dans une phase qui est un peu difficile de comment... Voilà, jouer son rôle d'aidant pour assister son papa qui traverse une maladie qui fait que le lendemain est toujours plus difficile que la veille parce que la maladie s'accélère avec le temps et s'accélère de manière différente selon les zones du cerveau touchées. Donc, chaque patient vit une maladie différente parce que c'est les zones du cerveau différentes qui sont touchées par cette maladie. Donc, assez délicat et assez difficile à préparer les choses au départ. Tu as dit un truc et je voudrais juste rebondir dessus avant qu'on rentre plus dans le détail, mais tu as dit on manquait d'informations, on manquait de sensibilisation. Toi, mon métier, c'est d'être recruteur, pas uniquement podcasteur. Donc forcément, je suis passé sur ton profil LinkedIn. On voit que tu as une vie riche, tu as travaillé un petit peu partout dans le monde. Est-ce que c'est pareil partout dans le monde sur Alzheimer? Parce que forcément, tu parles d'Alzheimer, je pense que tu fais un micro-trottoir, tout le monde connaît. Alors, le nom, tout le monde sait que c'est une perte de mémoire, mais c'est pas que ça, Alzheimer, tu en as parlé, et les maladies neurodégénératives de manière générale. Mais est-ce que c'est partout pareil dans le monde? C'est-à-dire, est-ce qu'on manque d'informations et est-ce que c'est justement ce manque d'informations, ce manque de sensibilisation qui, toi, t'a poussé à te lancer dans ces défis, dans la création de cette association pour sensibiliser à ces maladies? Tout à fait, ouais. On va dire que le manque d'information, le manque de sensibilisation, le manque de compréhension, en tout cas sur cette maladie, disons qu'elle est assez globale, quoi. Sur les différents continents, les familles, les patients souffrent de ce manque d'information et ce manque d'éducation du grand public sur ces maladies qui touchent
beaucoup de monde. Hein. On parlait d'1 million en France, on parle de 50 millions dans certaines perspectives au niveau mondial dans quelques temps. Donc J'en profite pour donner juste un petit pourcentage. 1 million en France sur une population de 65 millions, je crois maintenant ça fait 1 sur 65. On peut se dire, ouais, 1 sur 65. Attention, c'est pas une maladie rare. Hein. Il y a plus de gens, il y a moins de gens qui sont. Je suis désolé. Pour faire un rapport, il y a moins de gens qui sont touchés par le cancer que de gens qui sont touchés par Alzheimer. Hein. Enfin, moins d'enfants. Il y a 2580 diagnostics de nouveaux enfants touchés par le cancer chaque année. Donc 2500 sur une population d'enfants qui ne doit pas être loin de 10 ou 15 millions. Ça n'a rien à voir par rapport à Alzheimer. Je voulais juste redonner un petit peu les proportions et de se dire que pourtant la sensibilisation, elle n'est pas si énorme que ça. Elle n'est pas si énorme que ça. Et puis tu as soulevé un point qui est important, c'est aussi le côté, le stigma, le trauma dans la société. Donc, c'est une maladie qui fait peur parce qu'elle est neurodégénérative, elle est incurable. Et puis, il y a cette association démence avec maladie psychiatrique, santé mentale, cette confusion des maladies qui perdure hein, dans les différentes régions du monde. Dans certaines régions du monde, c'est encore très tabou, c'est difficile d'en parler. Moi-même, hein, pour te donner un exemple, il y a 4 ans en arrière, quand j'étais au marché de Lausanne pour distribuer les premiers flyers du projet, eh bien, quand effectivement certaines personnes ont vu le mot Alzheimer sur le flyer, eh bien, ont même reculé en disant je ne vais pas toucher le flyer, de risque de choper la maladie. C'est pour te dire à quel point la population... C'est pas contagieux. Hein. Quand on a Alzheimer, on ne le donne pas aux autres. Hein. Ouais, absolument. D'ailleurs, c'est un sujet, peut-être que tu ne sais pas, mais est-ce qu'il y a des maladies contagieuses qui peuvent générer une maladie de neurodégénérescence? Donc, typiquement, pendant toute cette phase du Covid dont on a beaucoup parlé, on a dit que ça pouvait avoir des impacts neurologiques. Est-ce que certaines maladies qui ont des impacts neurologiques, on peut penser par exemple aussi à la varicelle, quand on est petit, que c'est mal soigné, ça peut avoir des impacts neurologiques. Est-ce que tout ça, ça peut générer plus tard des dégénérescences neurologiques, donc potentiellement Alzheimer? Alors, dans le tournage de documentaire, on a rencontré des médecins-chercheurs qui nous ont éclairés sur les risques multifactoriels de la maladie d'Alzheimer. Un des facteurs qui revient parfois, c'est ces virus qui arrivent à monter au cerveau et qui peuvent être un des coupables, un des suspects parmi bien d'autres qui contribuent à déstabiliser le fonctionnement normal du cerveau. Donc, il y a d'autres virus qui arrivent à monter jusqu'au cerveau. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas encore de réponse claire là-dessus. Il y a plein de suspects. Et le but aujourd'hui, c'est de comprendre l'impact de chacun des suspects au déclenchement de la maladie. Et aujourd'hui, il n'y a toujours pas de réponse à cette question. Ok. Bon, on a un petit décalage aussi au niveau du réseau, mais t'inquiète, ça devrait se tasser. C'est passé quelques secondes, ça devrait être bon. Je te vois encore bouger les lèvres alors qu'on ne parle plus. Ça va, tu me vois bien? Ouais. Oui, je te vois très bien, oui. Nickel. Pour moi, c'est assez synchronisé. Bon, ça va. Écoute, ça va se recaler. Donc là, on a parlé un tout petit peu de toi. On a parlé un petit peu d'Alzheimer et des maladies neurodégénératives. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, toi, de créer cette association? Et puis après, on reviendra justement sur ce que ça a généré chez toi, enfin, notamment au niveau sportif. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette association? C'est ce manque d'information, de sensibilisation, de cette recherche de sens? Oui. Alors, je m'occupais de mon papa cette semaine-là, quand mon papa m'a posé une question. Je m'occupais de mon papa en tant qu'aidant. Et puis, on rentrait de notre petit village en Normandie. Et puis, je le sentais troublé, je le sentais touché par un certain nombre de choses qui l'ont marqué cette journée-là. Et au fond du jardin, il m'a posé une question. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas quelque chose pour la communauté? Pourquoi tu ferais pas... voilà, une action pour soutenir la cause. Et quand je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il pourrait faire, il dit,
il n'y a pas de solution, c'est incurable, mais peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Et puis, la question de ce que je pourrais faire, je n'étais pas capable de répondre parce que la maladie prend le dessus. Et là, ça m'a pris toute la nuit, tout le lendemain, je suis parti courir naturellement pour trouver une réponse, pour tenter de trouver une réponse à la question. C'est source d'inspiration. Et je suis rentré ce jour-là et je me suis dit courir 5 Ironman dans une année pour sensibiliser le grand public à la cause Alzheimer. Ah ouais, comme ça, toi, t'es comme ça. Tu te dis, allez, tiens, on va sensibiliser, autour de ça, on va faire du sport. Bon, allez, bim, 5 Ironman dans l'année. C'est beau comme projet. Alors, maintenant, avec du recul, j'arrive à identifier peut-être les différentes raisons pour lesquelles ces 5 Ironman sont presque tombés comme une évidence, même si ça paraît énorme. J'ai toujours pratiqué le triathlon, j'ai toujours fait du triathlon. Par moment, parfois, quand j'étais jeune, ado, j'ai beaucoup nagé dans ma vie, j'ai eu plaisir à faire pas mal de triathlon, des S, des M, des L, un peu partout en France, en Europe. Et puis après, j'ai levé le pied parce que j'ai eu la carrière d'ingénieur où j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Et puis, je crois que pour tenter de répondre à la question de mon papa, c'était quel est mon moyen à moi d'aller vers le grand public? Quel est mon moyen à moi pour sensibiliser le grand public? Je ne suis pas musicien. Mon métier d'ingénieur ne va pas être le moyen pour permettre d'échanger avec le grand public, mais le sport, c'est un catalyseur social puissant, c'est un vecteur de message fort, et c'est mon moyen à moi, parce que je me sens très à l'aise avec la pratique sportive endurante, et je trouve qu'au fond de ma tête, je voulais faire un Ironman dans ma vie. C'était dans un petit coin de ma tête, ici au fond, et ce moment-là, ce jour-là, j'ai décidé d'en faire 5 en une année pour il fait quelque chose de grand à la hauteur de la mission, à la hauteur de l'enjeu et du challenge de cette maladie. Et je pense que c'était les ingrédients qui sont venus nourrir finalement cette réflexion pour me dire eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller vraiment chercher le grand public. Et ce 5 Ironman est venu très rapidement parce que c'est un chiffre rond, c'est un chiffre qui permettait aussi d'aller voir d'autres pays, d'autres cultures, comprendre des pratiques d'autres régions pour enquêter un petit peu sur la maladie et puis pour partager aussi avec le plus grand monde possible. Et puis c'est vrai que la pratique du sport endurant et le triathlon en particulier, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis grand fan, je suis passionné. Et voilà, donc le point de départ de l'associatif, c'était la question de parents. Et pourquoi 5? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 15? Ça aussi, c'est des chiffres ronds. Pourquoi pas, je sais pas moi, pourquoi pas 26? Parce que comme ça, tu aurais été à la moitié de 52, tu en aurais fait un tous les 15 jours. Enfin, pourquoi 5? Alors, 5, ça me semblait suffisamment grand pour pouvoir voilà, échanger, interagir et puis partager notre expérience d'aidant, notre histoire d'aidant, parce qu'il y a une histoire à raconter autour de ce message. Et puis 5, ça me paraissait déjà énorme d'en faire 5 dans une année, sachant que le calendrier des courses, bien, on connaît, hein, c'est printemps, été, automne. Après, il y a la trêve d'hiver si on veut trouver 5 courses en Europe. Et donc, ça faisait 2 plus 3 ou 3 plus 2. Donc, ça me semblait un chiffre. En tout cas, il est venu naturellement. Et avec du recul aujourd'hui, je pense que j'ai une réponse différente à donner, c'est qu'il y a 5 facteurs de risque qui permettent de réduire l'exposition à la maladie d'Alzheimer. On va peut-être en parler après sur les moyens de prévention. Peut-être qu'il y a un lien avec la méthode Finger, qui est vraiment une méthode basée sur les 5 doigts de la main, qui permettent justement, avec une approche mémotechnique, de réduire les risques d'Alzheimer. Je pense qu'on va en parler juste après. Mais il y a donc peut-être une connexion avec déjà la prévention que je ne connaissais pas, parce que quand j'étais 10 ans aidant, eh bien, je ne connaissais pas les moyens de prévenir, d'atténuer les risques d'exposition à ces maladies que j'ai à la suite du documentaire appris tout au long du chemin de ces 5 courses.
Je crois que c'est ce qu'on appelle, boucler la boucle. Tu sais, tu le savais pas, mais finalement, ça s'intègre bien dans le projet et dans, tu l'as dit, les moyens de prévention. On y reviendra. On a commencé à parler un petit peu de toi justement sur cette histoire des 5 Ironman, pourquoi, comment. Je te propose maintenant de refaire un focus sur toi. Tu as dit que tu faisais déjà du triathlon. Toi, ta vie avec le sport, elle commence quand? Comment est-ce que tu découvres le sport? Comment est-ce que tu découvres le triathlon? Jusqu'où tu vas? Enfin, voilà. Tu as le micro, tu as 2 heures. Ciao. Ma relation avec le sport a commencé très très tôt. J'étais tout de suite à l'aise avec la pratique du sport. Je crois que j'ai commencé avec le foot dans un petit village en Normandie. Et rapidement, j'ai eu des problèmes de dos. Foot, t'as pas le droit. Foot sur le podcast, on a dit, on ne prononce pas ce mot-là. Il n'y a que moi qui ai le droit. Non, je déconne, c'est une blague. Oui, alors ça, c'était une parenthèse qui a duré, je crois, quelques semaines. Alors, c'est pour te dire. Oh, ça va. Et puis, rapidement, je crois que j'avais 5 ou 6 ans. J'ai dû faire quelques jours, quelques semaines, et c'était pas mon truc, vraiment pas mon truc. Et puis, on m'a diagnostiqué avec un problème de dos, un problème de scoliose assez prononcé, avec un décalage du bassin. Et le médecin a proposé tout simplement à mon papa et puis à moi de pratiquer la natation, qui est recommandée pour ces problèmes typiques de dos. Et donc j'ai commencé à natation à 7 ans, 8 ans, j'ai commencé à nager. J'ai fait un club bien que j'ai fait tant de clubs. Donc j'ai passé dans les bassins, j'ai passé ma jeunesse à nager couché, j'ai commencé par la natation pendant très longtemps. Puis après, à 16-17 ans, j'aimais beaucoup courir et j'ai découvert le vélo, le vrai vélo, rouler long. Et le triathlon s'est présenté quasi naturellement à 16 ans. Triathlon dans les années 95, quoi. Ouais, c'était en 94, 95. Mes premiers S en Normandie, des triathlons en lac de course, lac des ouais. Et tout de suite, j'ai accroché le triathlon. C'était un peu mon ADN a très bien fité, a très matché avec disciplinaire qui cite sport et qui sont vraiment une belle préparation. Et je me souviens, le premier jour, j'ai fait mon premier triathlon de ma vie, j'avais 15-16 ans. Je suis rentré le soir, j'étais épuisé, j'avais un épuisement complet, harmonisé, on va dire uniformisé sur tout le corps. Et j'ai eu un plaisir d'avoir cette sensation. Et cette sensation-là, après toutes ces années, je la ressens comme si c'était hier. C'est dingue, hein. Ces premières courses triathlon, chose que j'ai pas sentie, mes premières compètes en natation, mes premières compètes en running, mais en triathlon, il y a eu ce truc qui s'est passé, qui fait que c'est dans mon quotidien aujourd'hui, puis c'est une sensation assez dingue, quoi, je dois reconnaître. Ouais. Bon, là maintenant, tu es en Suisse, tu as vadrouillé un petit peu partout dans le monde. Tu étais où en Normandie? En Normandie, dans la vallée de l'Eure, entre Évreux et Rouen. C'est un petit village qui s'appelle le Val-de-Reuil, tout près de Louviers. Voilà. Écoute, on s'est peut-être déjà croisés parce que moi, je suis rouennais et mes premiers triathlons, notamment au-delà d'être à Rouen, c'était aussi à Val-de-Reuil, ce fameux triathlon de Val-de-Reuil. Si tu cherches bien sur mon profil Facebook, qui est un petit peu en friche depuis quelques années, tu devrais trouver la photo de quand j'avais 18 ans, en triathlon de Val-de-Reuil. Je me souviens très bien. Alors à l'époque, j'étais en maillot de bain et en cinglet parce que les trifonctions n'existaient pas encore. Et on s'était tapé la grêle. Et du coup, je me souviens très bien à quel point j'ai souffert sur la course à pied. Je suis parti, j'avais les pieds gelés. Donc voilà, Val-de-Reuil, ça me rappelle de très très bons souvenirs avec la nage dans le lac de Les Riposes, etc. Les Riposes, ouais, le Cap Flam. Ouais, c'est là où j'ai fait mon premier triathlon. J'en parlais justement tout à l'heure, c'était exactement là. On aurait pu se croiser, ouais, Armano. Certainement que c'est quoi? C'était quelle année, toi, ton premier? Je crois que c'était en 94 ou 93, entre 93 ou 94, ouais. T'étais vraiment un vieux de la vieille. Moi, j'ai commencé en 96 le triathlon, donc on s'est peut-être croisé sur une ou deux compètes, sans le savoir. Donc toi, à partir de 93-94, tu as switché, tu as pratiqué que le triathlon ou tu as continué à pratiquer d'autres sports et notamment les 3 sports du tri? Ouais, les 3 sports du tri, principalement le running et puis la natation. La natation et le running sont restés vraiment, vraiment continus pendant toutes mes études universitaires. Ensuite, j'ai vraiment pratiqué beaucoup le running, disons, parce que c'est accessible, c'est simple, c'est facile. Et puis courir 30 minutes, on peut le caser n'importe quand, n'importe où dans sa journée. Natation, c'est un peu plus logistique. Et puis le vélo, un peu plus logistique. Donc j'ai
vraiment continuer à courir, c'était vraiment mon médicament, ça me posait, ça me calait. Le running, c'est un peu mon quotidien. Et pendant toutes ces études, et ensuite quand j'ai commencé mon job d'ingénieur, j'ai levé le pied sur le triathlon, j'ai réussi à nager de temps en temps et courir quasiment tous les jours. Mais c'est à ce moment-là, quand j'ai fini mes études et j'ai commencé à voyager en Angleterre, aux US, en Asie, dans mon travail de recherche ingénieur, j'ai un peu levé le pied sur la pratique du triathlon que j'ai repris plus tard quand je suis revenu en Suisse en 2010. Là, j'ai repris la pratique du triathlon à ce moment-là. Ouais. Excellent. Tu sais que j'ai produit un podcast avec Greg Chanez de Oui. nakan.ch qui est à Lausanne. Ouais. Très, très beau podcast. Je l'ai écouté, je l'ai vu. Ouais. Ça, c'est l'épisode qui est sorti la semaine dernière, mais pendant 3 ans, on a produit un podcast ensemble. Le podcast de Nakan. Et du coup, donc, tu reviens en 2010 en Europe, enfin, sur le continent européen, parce que la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, hein, et tu redécouvres, repratiques le triathlon. Qu'est-ce qui a changé pour toi pendant ces 10 ans, entre les années 2000, quand tu as arrêté, quand tu as levé le pied par rapport à tes études et ta première expérience professionnelle, et 2010, quand tu reviens en Suisse? Est-ce que le triathlon a changé? Oui, le triathlon, il a vachement progressé. Les technos ont changé, les programmes d'entraînement ont changé, la connaissance des zones ont vachement évolué. Moi, je suis arrivé en 2010, j'ai découvert tout ça. Je ne maîtrisais pas du tout les zones d'endurance, les zones de travail, les zones d'entraînement, et puis l'évolution de tout le matos, quoi. Il y a eu un bond de dingue, je dois reconnaître. Quand tu parlais de ton premier triathlon avec la tenue au lac de l'Éripos, moi je me voyais encore avec mon petit maillot à nager comme ça. Et puis belle découverte en 2010, belle découverte. Et la techno, c'est un peu mon quotidien, donc je me suis accroché à ces évolutions, et puis j'ai redoublé d'envie de pratiquer un nouveau triathlon. Donc j'ai commencé avec des courses L. J'ai eu beaucoup de plaisir à courir sur le Léman, en France, à Zurich, un peu partout. J'ai fait plusieurs distances L. Je prends vraiment un gros plaisir à courir. Et puis, c'est devenu une belle routine de pratique en vélo, course à pied et natation depuis ce redémarrage avec le triathlon en 2010. Ouais. Et du coup, ton papa est atteint de cette maladie neurodégénérative. C'était à quelle période alors tu nous as expliqué que c'était difficile de poser le diagnostic, mais à quelle période vraiment la maladie s'est installée, et quand est-ce que ton père t'a dit il faut que tu fasses quelque chose, Hassan? On l'a senti en 2016-2017. Nous, on l'a très bien senti, parce qu'on connaît notre père à par cœur. Les voisins, par exemple, qui connaissent aussi bien mon père, l'ont pas senti, mais nous, on l'a senti autour de 2016-2017, qu'il y avait vraiment un espèce de déclin sur tout un tas de choses. Mon père était très rigoureux, très ordonné, très structuré. C'est bizarre, il a fait un fils ingénieur, c'est étonnant. Oui. Alors, c'est très similaire. Alors, je pense qu'il y a un chemin un peu identique sur ces aspects-là. Et tout de suite, on a senti qu'il y avait un changement de comportement, d'attitude, un changement sur son mode de fonctionnement au quotidien. Et puis le diagnostic, donc on l'a posé difficilement quelques temps après. Ça a dû prendre quand même 1 an et demi, 2 ans, parce que les méthodes de diagnostic étaient vraiment difficiles il y a quelques temps en arrière. Aujourd'hui, elles ont beaucoup évolué, on va en parler peut-être après. Et puis c'était en 2018 que le diagnostic était posé, et en 2021, donc 21-22, après le Covid qui a vraiment accéléré les symptômes, le déclin cognitif qui s'est accéléré, donc on pouvait pas retrouver. Le lien social est important dans cette maladie, la connexion avec ses proches est importante, et puis le Covid a comme bien d'autres pathologies de maladies ont accéléré la maladie. Et en 2021-2022, c'est là où mon papa m'a suggéré de faire quelque chose pour la cause Alzheimer. Et tiens, d'ailleurs, parce qu'on comprend que toi, tu es à Lausanne, ton papa, il est en Normandie. Comment on vit ça à distance? Comment on est aidant à distance? Tu t'es déplacé, tu es venu vivre avec lui, ou tu l'as fait venir vivre avec toi? Comment tu as organisé ça? C'est une très bonne question, parce qu'on est aidant de son papa malade, et puis on est aidant de la proche aidante, de la première aidante qui était ma maman. Donc on doit soutenir les deux différemment, et très rapidement j'ai pris un rythme
de venir accompagner mon père et ma mère une semaine par mois en Normandie. Donc, je m'installais une semaine tous les mois, comme ça ma mère pouvait se reposer, elle pouvait souffler, se reposer pendant cette semaine-là où moi je m'occupais de mon papa, et j'ai pris effectivement avec mon job professionnel, j'ai pu m'organiser pour m'occuper de mon papa une semaine par mois, travailler un petit peu à distance pendant la semaine où j'étais en Normandie, donc m'occuper de mon père et reposer ma mère qui partait parfois souffler chez mes sœurs et revenir un petit peu d'attaque. Donc on s'organise tous ensemble en tant qu'aidants pour éviter qu'un aidant soit vraiment en première ligne et paye une fatigue psychologique et physique qui est très courant dans ces maladies-là. Et avec mes sœurs et puis ma maman, on a essayé de jongler pour soutenir au mieux cet accompagnement de mon papa dans cette maladie. Tu as parlé du Covid tout à l'heure. Du coup, pendant le Covid, nous, on produisait le podcast de Nakan avec Greg, qui lui est à Lausanne. Donc, j'avais un petit peu les deux visions. Moi, j'étais au Luxembourg, mais j'avais de la famille en France. Donc, j'avais un peu les trois visions de comment on a géré le Covid dans les différents pays. Au Luxembourg, on n'avait pas de confinement strict. En Suisse, vous n'en aviez pas du tout. En France, on ne pouvait pas sortir de chez soi. Il fallait faire une attestation pour aller pisser. Bah, j'exagère, mais on n'en était pas loin. Comment tu gères le Covid, quand tu as justement un proche qui est atteint d'une maladie neurodégénérative, voire de démence, comme plein d'autres pathologies, mais en l'occurrence, on parle de celle-ci. J'imagine que c'était difficile pour toi de te déplacer pour aller jusqu'en Normandie. Comment vous faisiez ? Justement, j'avais beaucoup de peine à me déplacer, comme tu viens de dire, pour les raisons qui sont liées au dispositif qui était différent entre ces deux régions. Donc, on n'avait pas du tout de confinement en Suisse, donc on pouvait vraiment aller voir ses proches, aller faire des courses pour ses voisins, dépanner ceux qui étaient vraiment dans le besoin pendant cette période-là. Mais en France, moi, j'avais de la peine à accéder à mes parents, donc on a fait par écran interposé, on a fait au mieux quand il y avait une fenêtre qui se présentait, de venir et de rester un petit moment. Mais le Covid, clairement, a créé cette distance et puis a créé vraiment cette accélération de la maladie du fait de la déconnexion du lien social et de l'accompagnement que nous, on pouvait offrir, qu'on était à disposition d'offrir, mais qu'on ne pouvait pas à cause du Covid et des restrictions côté France. Ouais, c'était une question que j'allais te poser. C'était est-ce que ça a accéléré la maladie et même pour ta maman, qui était l'aidante la plus proche, est-ce que elle aussi, ça a eu un impact chez elle ? Oui. Un impact fort. Ma maman, en tant que proche aidante en première ligne, c'est celle qui était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à assister, à accompagner mon papa. Donc, ma maman a subi une fatigue émotionnelle, physique et psychologique qui était lourde, qui était pesante pour elle. On l'a senti très fatiguée. Donc après le Covid, on a dû prendre des mesures pour que ma mère puisse se reposer, retrouver l'énergie et se retrouver elle-même. Et puis on a pu nous s'occuper de notre papa, quoi. Ouais. Donc une période très difficile pour tous. Hein. Ouais. Tu l'as dit, c'est une maladie incurable, donc ça veut dire qu'on ne peut pas en guérir. Est-ce que malgré tout, il y a des milestones, il y a des steps, des passages obligatoires ou en tout cas recommandés à l'hôpital, chez un médecin? Est-ce qu'il y a des tests à faire? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a quand même un traitement à prendre? Et quel a été l'impact pendant le Covid? Pendant le Covid, alors le traitement, pour répondre à la question, le traitement, il n'y a pas de traitement, donc il n'y a pas de passage régulier chez le médecin. Une fois que le diagnostic est posé, eh bien, le diagnostic est posé, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de suivi auprès du médecin. Il y a peut-être un rendez-vous chez le médecin généraliste ou le gériatre une fois par an, mais c'est une visite médicale. Et pendant le Covid, donc il n'y avait aucun traitement. S'il y avait d'autres pathologies ou d'autres maladies, oui, il y avait peut-être un suivi. En tout cas, pour mon papa, il y avait aucun suivi médical. Donc la maladie est incurable. Les différents jalons de cette maladie, c'est un diagnostic précoce. Donc nous, on recommande vraiment, quand on a mal au genou, on va voir un médecin. Quand on a des troubles de sensations, des troubles cognitifs, des troubles répétitifs de la mémoire, donc pas un jour ou pas plusieurs jours, mais vraiment que ça soit un peu continu sur une période de temps. Donc là, il faut aller voir un neurologue, en tout cas un centre de la mémoire. Il y en a partout en France, dans tous les CHU en France, des centres de la mémoire qui permettent de diagnostiquer
plus tôt on diagnostique la maladie, mieux on pourra gérer la maladie et réduire le déclin cognitif. Donc la suggestion, la première recommandation, c'est le diagnostic précoce qui va permettre de poser un diagnostic, même si c'est douloureux, c'est délicat de poser un diagnostic pour une maladie qu'on ne peut pas traiter, de manière médicamenteuse, mais on peut la traiter de manière non médicamenteuse. C'est là-dessus qu'on va pouvoir, nous en tout cas, travailler sur le film documentaire, c'est les approches non médicamenteuses, le lien social, l'activité physique, la nutrition, la stimulation cognitive. Donc toutes ces approches permettent de réduire justement le déclin cognitif. Donc le Covid, du coup, avec cette distance, eh bien, était extrêmement difficile pour tous ces malades qui ont besoin de ce lien social. Et ce lien social avec tout ce que ça apporte, eh bien, permet de réduire le déclin cognitif. C'est pour ça que pendant cette période, effectivement, pour les malades d'Alzheimer en particulier, c'était très difficile. Tu n'es pas obligé de répondre si tu veux pas, mais comment ça se termine, Alzheimer? Alzheimer, alors, c'est une maladie neurodégénérative, donc ça. Il y a des plaques amyloïdes qui viennent détruire un peu les neurones. Donc, il y a la protéine tau, on parle de la protéine amyloïde, et il y a un processus qui vient en fait éteindre les neurones les uns après les autres. Donc, on se retrouve avec une capacité cérébrale qui est impactée par cette inflammation. C'est une inflammation du cerveau. Et donc, selon les zones du cerveau, eh bien, ces neurones qui gèrent, par exemple, des fonctions vitales autonomes du fonctionnement du corps, eh bien, la maladie peut toucher ces zones-là et finalement, on peut tout simplement s'éteindre parce que la respiration ne fonctionne plus, le taux d'oxygénation dans le sang, donc la quantité d'oxygène que les poumons transmettent au flux sanguin n'est plus le bon. Donc, on peut mourir de différentes façons des suites, des conséquences de la maladie d'Alzheimer, en particulier par exemple les fonctions autonomes qui permettent de réguler tout le fonctionnement du métabolisme très complexe. Donc on décède souvent des conséquences qui sont liées au fonctionnement du métabolisme. Ouais, parce que on le rappelle, je pense que l'audience en est tout à fait consciente, mais quand on parle des fonctions autonomes, c'est pas le corps qui tourne tout seul et puis qui se régule tout seul. Il y a quand même un truc qui dirige tout ça, ça s'appelle le cerveau, et c'est le cerveau qui dirige la respiration, les battements de cœur, les mouvements qu'on fait, la parole, etc. Et donc forcément, quand les neurones s'éteignent les uns après les autres, ça peut impacter les fonctions vitales pour le corps. Et comment ça se termine pour les proches, pour les aidants? Parce que perdre quelqu'un, c'est toujours difficile, mais perdre quelqu'un qui était malade et qu'on a accompagné pendant, là tu l'as dit, ton papa, il a été diagnostiqué en 2016, 2017, donc pendant toutes ces années, comment ça se termine pour les proches? C'est peut-être un peu dur comme réponse, mais est-ce que ça peut aussi être un soulagement quelque part de savoir que la personne ne souffre plus, d'être entre guillemets libéré de ça, parce que ça génère beaucoup de charge mentale, ça génère beaucoup d'implications physiques. Ouais. Si tu veux y répondre, encore une fois. Oui. Pour les proches aidants, notre rôle au quotidien, c'est de rendre une journée meilleure que la veille. On traverse des moments très difficiles, mais aussi des très très beaux moments. Des fois, il y a peu d'échanges, il y a peu de narratifs, mais il y a beaucoup d'émotions, il y a un lien fort. Moins on s'exprime, plus les émotions elles prennent de la place dans le lien qu'on a avec un proche qui vit la maladie d'Alzheimer. Et puis nous, en tant qu'aidants, bien on est pris dans le quotidien. Dans le quotidien, donc on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc on aide son proche à traverser la maladie. Donc par moment, on ne se pose pas trop la question du court ou long terme, du moyen ou long terme, parce qu'on est dans le court terme en permanence. On a la tête dans le guidon en permanence dans cette maladie. Et puis, on se rend compte aussi que la personne est de plus en plus dépendante, parce que c'est une maladie handicapante. Moi, mon papa, les 6 derniers mois, il était dépendant à 90%. Donc, il avait besoin d'assistance en permanence. Donc forcément, quand les fonctions vitales commencent à nécessiter une proximité, une assistance au quotidien, là, on sait que la période difficile, on arrive dans une période forcément difficile. Et mon papa, il est parti, il avait 86 ans, il est parti avec beaucoup de sourires parce qu'il avait vu la première course Ironman. On va peut-être revenir après sur le calendrier, mais je sais qu'il est parti avec un grand sourire. Et
Et puis, il arrivait au bout de cette grande dépendance dans lesquelles… Et puis c'est vrai qu'il a bien vécu, c'est 86 ans, donc il avait fait sa grande vie. Je crois qu'il était entouré par nous et puis par ces belles images du premier jalon qu'on avait réalisé, parce que c'est l'initiateur du projet. Donc, il y a une partie, est-ce qu'on a bien accompagné notre proche dans cette maladie? Oui, on a tout donné. Est-ce que c'est le moment pour lui de partir? Oui, c'était aussi le moment pour lui de partir. Et donc, un soulagement, comme tu viens de le dire, qu'on a tous ressenti dans la douleur, mais il y a une partie, effectivement, soulagement, qu'il soit parti dans les meilleures conditions, l'ayant aidé le mieux possible pendant ces périodes, quoi. Ok. Donc, ce jour où tu vas courir, tu te dis, tiens, ça y est, j'ai l'idée. Merci papa, tu me l'as soufflé, je sais ce que je vais faire. Je vais faire 5 Ironman dans une année pour en parler, pour sensibiliser. Comment ça se met en place tout ça? Déjà, combien de temps tu te donnes pour le premier Ironman et comment tu mets tout ça en place? Ce qui s'est passé entre cette réflexion, ce projet 5 Ironman en une année, et lancer un petit peu les différents jalons et nous mettre sur les rails de ces premières courses, eh bien, j'ai quand même parlé avec mon beau-frère qui s'appelle Adrien Rivolier, entre-temps. Donc, j'ai eu au téléphone et puis je lui ai soufflé l'idée qui m'est venue pour répondre à la question de notre père, hein, parce que c'est son beau-père. Et mon beau-frère, il est réalisateur de films documentaires, c'est son métier de faire des films. Et tout de suite, il m'a dit, eh bien, si tu veux sensibiliser le grand public, le meilleur moyen, oui, le sport, c'est un vecteur de message, et le meilleur moyen pour appuyer ce vecteur de message, eh bien, ce sont les images. Et puis, il m'a proposé aussitôt de prendre quelques images et de tourner un film documentaire. Donc, l'idée du projet c'est construit sur cette base de courir 5 Ironman dans 5 pays et d'aller à la rencontre des acteurs locaux, des différentes pratiques entre l'Europe du Nord, l'Europe centrale, l'Europe du Sud, et rencontrer les patients, les malades, les proches, les familles, les neurologues, les systèmes de santé, les systèmes de santé publics et la tech également, tout le tissu, tous les acteurs qui contribuent, les accueils de jour, la Zumba, la Katsumba, les border collies, l'activité physique. On a filmé tous ces sujets qui contribuent justement à soutenir les malades et les proches. Et l'idée du film documentaire s'est posée très rapidement après cette idée de 5 Ironman. Et là, j'ai pris 6 mois pour poser un peu les choses parce que c'est très ambitieux. 5 Ironman en une année, c'est grand, oui, c'est très ambitieux. Donc, je me suis posé 6 mois pour mûrir, pour réfléchir. Bien sûr, faire un check-up médical, hein, c'est comme la première chose à faire. Est-ce que je suis compatible avec un tel challenge? Et à l'issue de ce check-up médical qui était un prérequis, comme d'autres prérequis, j'avais un prérequis aussi de trouver un coach, d'être accompagné, d'avoir une équipe. Je ne vais pas aller moi-même faire mon ingénieur tuto, aller chercher des plans d'entraînement, nutrition, équipement. Donc un des prérequis était aussi de s'entourer d'une équipe de pros pour accompagner ce projet, volontaire, bénévole. Et une fois que tous ces prérequis étaient au rendez-vous, très rapidement, 6 mois après ces premières réflexions, on a lancé le programme d'entraînement, on a commencé à poser le planning des courses, on a commencé à aller se connecter avec les neurologues des différents pays où on allait courir, les systèmes de santé, les accueils de jour, les associations. Donc, on a commencé à fédérer avec un consortium d'une 60aine d'organisations pour tourner, parce que l'idée, c'est de tourner pendant une semaine à 10 jours avant la course. Ensuite, on court. Et donc, on crée cet événement, tournage du documentaire, comprendre les pratiques locales, courir pour la cause et aussi rencontrer le public, les jeunes, les clubs, les institutions privées et publiques pour partager notre histoire pendant ces jalons de course. Oh, excellent. Et du coup, c'est quelque chose que tu fais à temps plein? Tu as lâché ton job pour te lancer là-dedans? Ouais, donc après les 6 mois avec tous ces prérequis, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bien, go, je lève le pied sur mon activité professionnelle parce que ce projet est tellement ambitieux et puis sollicite beaucoup de temps d'entraînement, temps de récup, aussi gestion de projet, gérer justement écrire le film documentaire, écrire tous ces sujets qu'on allait filmer, préparer les tournages,
être chargé de projet, chargé de tournage, aux côtés du réalisateur qui, lui, s'occupait vraiment du film. Donc moi, je m'occupais de tout le reste. Donc forcément, ça demandait bien plus que 40 heures par semaine. Et naturellement, l'espace pour maintenir mon job professionnel, même on va dire à 30%, n'avait pas de place. Donc là, j'ai levé le pied. Donc j'ai quitté mon job pour me consacrer à la tâche. Au moins, je me suis dit à ce moment-là, pendant pratiquement 2 ans, je me consacre pleinement à la tâche pour arriver au mieux sur la ligne d'arrivée de la 5e course et puis le tournage de toutes ces rencontres tout au long de ce périple. Donc, je me suis mis à 100% sur le projet associatif. Ouais. Comment on en vit du coup? Tu vis avec tes économies ou tu as trouvé des partenaires, des sponsors qui t'accompagnent dans la création de ce projet? Alors pour ceux qui ne savent pas, mais créer un film, au-delà de l'écrire, etc., toutes les équipes, le tournage, etc., ça coûte extrêmement cher. Moi, je m'étais renseigné pour mon défi Agrippa et un pote me faisait un prix d'amis, c'est 1 000 € la minute. Donc si tu veux faire un documentaire de 30 minutes, c'est 30 000 balles. Et ça, c'était un prix d'amis. Et en plus, c'était juste sur moi et autour de moi. C'était pas partir aux 5 coins du monde et filmer des gens, etc. Et après, il faut analyser les rushs et il faut réécrire l'histoire et il faut mettre du liant dans tout ça. Donc, tout ça, c'est un travail de dingue. Donc, comment tu vis pendant ce temps-là? Parce que l'amour et l'eau, c'est bien, mais ça ne paye pas les factures, surtout en Suisse. Non, ça ne paye pas les factures. Et à ce moment-là, je me suis posé la question, effectivement, avec tous ces prérequis. Je me suis dit, je suis dans le moment. Et il y a un coup à jouer. Et j'étais tellement pris par cette mission que m'a transmis mon papa que je voulais absolument me lancer maintenant. On s'est posé la question avec Adrien, est-ce qu'on fait les choses correctement? Un film documentaire, on écrit le film, on pose le film, on pose des objectifs, on rencontre des producteurs, on élabore et on fédère avec une équipe avant de commencer le tournage. Nous, on a tout à l'envers parce qu'on voulait se lancer maintenant, donc on n'avait aucun budget à part nos économies. On était et puis moi j'ai quitté mon job, donc j'avais quelques économies que j'ai consacrées tout simplement à ce projet associatif. Clairement, soit on s'engage et puis on se lance et puis on se donne toutes les chances d'y arriver. Et si je me mettais 1 an ou 2 ans pour trouver des sponsors, des partenaires, question qu'on s'était posée, eh bien, je pense que le momentum aurait été différent. Là, j'étais vraiment, on va dire, chaud pour me lancer dans le programme d'entraînement et puis pour vraiment déployer l'idée de l'initiateur de mon papa. Et là, je me suis dit, au fil du projet, on va pouvoir fédérer des partenaires, on va pouvoir fédérer des sponsors. Ce projet il a du sens. Il a du sens, c'est un projet de santé publique. On vient aussi soutenir les assos et les systèmes de santé des différentes régions qu'on allait visiter. Donc, on s'était dit qu'on allait pouvoir fédérer tout au long du projet. Donc, on a misé là-dessus et finalement, c'était porteur. Donc on est plutôt content d'avoir fait ce choix de se lancer dans le premier tournage. On avait rien écrit sur le film documentaire. On voulait tourner, rencontrer du monde, les neurologues, les assos, les accueils de jour, tous ceux qui participent à soutenir les malades et les proches. Donc, on a commencé à filmer le plus possible. Et puis, au fil du temps, effectivement, on a réussi à fédérer. Ça ne veut pas dire qu'on a financé encore le film documentaire. On est toujours à la recherche de sponsors et de partenaires parce qu'un film documentaire, prix d'amis, tu l'as bien cité, l'ordre de grandeur. Mais là, vraiment, un film documentaire, on vise un 90 minutes. Donc là, on est parti pour un 90 minutes. Donc là, c'est vraiment gros budget parce que 40 jours de tournage, t'imagines 40 jours de tournage dans 5 pays différents. Eh bien, c'est un gros projet. Mais on est convaincu de pouvoir fédérer davantage pour accompagner la fin de tournage, parce qu'on est toujours en train de tourner. Il nous reste encore quelques jours de tournage pour amener le film en fin d'année ou en début 2026. Donc, dur au départ. Volontaire bénévole, toute l'équipe était volontaire bénévole. On était tous animés par cette cause commune qui avait du sens. Et on s'est relevé les manches et puis on a dit go quoi. Wow. Revenons un petit peu au sport, parce que quand même, on est là pour parler d'Alzheimer aussi, pour sensibiliser, mais aussi pour parler de toi et de sport. Tu as dit que tu avais quelques prérequis à valider, trouver un coach, faire un check-up médical, donc ça doit passer par test d'effort et autres, j'imagine. Une fois que tu as validé ça, à quoi ressemble ta prépa? La prépa, c'est la prépa avec le coach. Donc, on a posé. J'ai découvert ce que c'était qu'une prépa Ironman, parce que j'avais jamais couru d'Ironman. Donc, la distance que j'avais faite avant l'Ironman, la première course, c'était une distance olympique.
j'ai fait que du L, distance olympique. Donc là, j'ai découvert la prépa, j'ai découvert la structure, le programme d'entraînement. Et c'était l'hiver, donc je me suis équipé d'un entraîneur aussi. Et j'ai commencé donc à monter progressivement. Donc je suis passé à 5 heures, 10 heures, 10 heures, 15 heures. Et là, j'ai commencé à trouver le rythme. Et puis, avoir la capacité de lire son ressenti. Des jours d'entraînement, on n'est pas dans le coup, donc on lève le pied sur l'entraînement d'intensité, puis on va faire de l'endurance fondamentale. Donc essayer de trouver mes marques et puis essayer de me connecter avec mon ressenti pour optimiser le programme d'entraînement, qui est rapidement passé à 10-15 heures par semaine. Le plaisir était là, le ressenti avec des super sensations était au rendez-vous. Donc en fait, le démarrage du programme d'entraînement s'est hyper bien déroulé, bien entouré avec un coach. Donc, c'est ce que je conseille vraiment, d'être entouré par ceux qui maîtrisent le sujet, quoi. Moi, c'était impossible de ne pas m'entourer de coach pour un projet de cette nature. Donc Mathieu, qui était mon coach, m'a hyper bien accompagné sur cet aspect-là, quoi. Bon, j'allais dire, n'hésite pas à balancer le nom de ton coach. Donc, Mathieu et son nom de famille. Mathieu Cartoser, c'est Mathieu Cartoser, c'est mon coach de triathlon, basé en Belgique. Donc il a répondu, je crois que c'est le jour où je l'ai contacté, il m'a répondu le jour même, on a passé 1 heure, on s'est fait un call d'1 heure, et puis il m'a dit, moi je vais t'accompagner pour ce projet parce qu'on est concerné par ces maladies, et si je peux apporter mon soutien et mes conseils, eh bien go, quoi. Donc il est devenu mon coach le jour même, et puis on a commencé, je crois, le programme d'entraînement la semaine après, quoi. Ouais. Combien de temps avant ton premier Ironman? On va dire, c'était 1 an. 1 an, j'ai commencé l'été 2022 et la première course, c'était l'été 2023. Ouais. Et du coup, la question qui en découle, quelles ont été les 5 courses sur lesquelles tu as jeté ton dévolu? Alors, on avait 2 plannings. Il y a un planning qui était le planning de départ, qui a évolué. On a dû rechanger les courses parce qu'entre-temps, mon papa est décédé après la première course, et puis il est décédé quasiment la veille de la deuxième course. Donc, on a dû annuler la deuxième course. C'est pour ça qu'il y a eu un changement de planning, et c'est pour ça qu'on n'a pas pu viser les 12 mois, mais on a débordé sur 14 mois parce qu'on a dû annuler la deuxième course. Donc la première course, de toute façon, elle était inchangée, c'était celle qu'on a visée en premier, c'est la course de Thun, donc l'Ironman de Thun, Interlaken en Suisse. À la maison, quoi. À la maison, donc c'était la première course qu'on a effectivement visée. La deuxième, c'était Copenhague au Danemark le 17 août 2023, qu'on a annulé parce que mon papa est décédé le 15 août. Et donc on a la course de remplacement et le Portugal, donc Cascais, qui nous a invités fin octobre. Donc pour la deuxième course, la troisième France, Nice. Donc très belle course, très éprouvante, mais très belle course. Quatrième course 1 mois après, donc c'était la Suède, Kalmar. Et la 5e course, encore 1 mois après, c'était Barcelone-Calella, le 6 octobre 2024. Ouais. Wow. Bon, et dans tout ça, est-ce que tu as réussi à te qualifier pour les championnats du monde? Non, j'ai pas réussi à me qualifier. C'était pas non plus l'objectif de me qualifier. Donc l'objectif, c'était de finir avec le sourire, finir et passer le plus de temps à transmettre pendant cette course, parce qu'on tourne également. On tourne, et puis il y a toute l'équipe qui est au bord de la course. Et souvent, les jours précédents, on a donné des conférences dans les théâtres des communes qui nous ont accueillis, avec les CHU qui nous ont accueillis, ou les écoles, les établissements scolaires. Donc on essaie de créer un événement pendant le jour de course. Donc je me suis dit, si je prends 15 heures pour faire la course, pendant 15 heures, on peut vraiment sensibiliser le grand public. Donc autant faire plus long que plus court. Mais le but du jeu, c'était de prendre plaisir, vraiment vivre des belles sensations. Et je dois dire, sur les 5 courses, il y a eu des moments très durs, je dois le reconnaître, mais on va dire, les 3/4 du temps, j'ai vraiment pris grand plaisir à courir, avec le sourire, en famille, avec l'équipe du projet. Et ça, c'était des sensations que jamais j'aurais pu penser vivre un jour, quoi, des très grands moments.
Tu disais que même pendant la course, tu sensibilises. Donc, j'imagine que tu as un maillot, une trifonction aux couleurs de l'association. Est-ce que, alors en natation, ça paraît difficile, mais est-ce que sur le vélo, sur la course à pied, avec les autres concurrentes, les autres concurrents, tu engages le discours et tu leur parles justement du projet dans lequel tu es lancé? Oui, oui, oui. Alors souvent souvent pendant le vélo, alors pas au début, parce que je crois que tout le monde est à la tête dans le guidon, puis on sort de la partie nat, donc on est encore concentré, mais quand on approche les 130, 140, 120 km, bon, après on croise un peu les mêmes, hein. Quand on arrive en fin de parcours, on retrouve un peu des copains qu'on a vus peut-être au début de parcours, et puis là, la discussion, elle part sur le fait, effectivement, sur ma trifonction, j'ai les couleurs de la sauce. Et souvent à vélo, on a pu échanger avec des coureurs. Puis ça, c'est super, quoi. Donc ça commence à vélo et ensuite plus pendant la partie running, et parce que ça doit rester quand même un moment de partage, un moment d'échange. Et puis j'ai pu partager pendant ces 5 courses, pendant le vélo, la course à pied, un petit peu le projet, la mission, et puis profiter avec les coureurs sur l'esprit du moment, et puis sur cette belle course. On a pu courir des très très belles courses. Il faut reconnaître que les 5 courses, alors au niveau paysage, on a eu du bol avec le climat, on a eu vraiment beaucoup de bol avec la météo. Donc c'était vraiment favorable pour diffuser, partager et vivre quelque chose de fort avec les coureurs et avec le public aussi, quoi. Tu disais Cascais vous a invité. Je ne sais pas si les autres épreuves du label Ironman vous ont invité aussi. Mais au-delà de ça, est-ce que Ironman t'a donné la parole aussi pendant les événements? On le sait, hein, lors des compétitions Ironman, c'est une grande fête, c'est super bien fait, c'est super bien rodé. Enfin, moi, je suis jamais monté sur la distance Ironman à cause de problèmes de santé, mais c'était mon rêve. Mais j'ai accompagné plusieurs copains sur des compétitions et clairement, on vit une expérience mémorable, même pour les spectateurs. Et il y a toujours plein d'événements, plein d'animations à partir de J-3 jusque minuit du jour de la compétition. Il y a toujours un speaker qui parle au micro, il y a toujours des événements. Est-ce qu'ils t'ont invité à prendre la parole pour justement encore plus sensibiliser sur cette maladie? Oui, oui, oui. Ironman nous a soutenus, hein. Ironman nous a soutenus pour toutes les courses, donc ils nous ont accompagnés, ils nous ont invités sur toutes les courses. J'ai contacté le directeur d'Ironman Suisse, je crois que c'était un lundi à 9h, je lui ai pitché un peu le projet. Le lundi à 11h, il m'a appelé, il m'a dit bon, bingo, Toon, moi je t'invite, vous êtes la bienvenue, vous défendez une belle cause, vous courez pour une cause commune, donc vous êtes invité à Toon. Et toutes les 4 courses qui ont suivi, et Ironman Group nous a soutenus. Au-delà de nous offrir un dossard, c'est aussi l'accès média. Donc le réalisateur Adrien a pu filmer pendant la course. Et au-delà de tourner aussi le documentaire, parce que le documentaire va aussi retracer ces événements de course, de préparation de course, parce que ça reste quand même le fil conducteur, la colonne vertébrale du documentaire, hein, les 5 courses. Donc on a pu accéder, Adrien a pu avoir un accès média. Et pendant les 3-4 jours d'avant-course, effectivement, on a pu raconter notre histoire avec des interviews radio, des interviews filmées avec Ironman. Donc Ironman nous a soutenus, on va dire, sur tout l'esprit du projet, et merci à eux parce que c'est un bon soutien. Il y a quelques vidéos qu'Ironman va poster encore prochainement sur des interviews qu'on a pu donner, notamment à Cascais, notamment à Calmar. Et peut-être que je vais participer à quelques courses cette année, en tout cas pour raconter l'histoire, comme tu viens de le dire, et ça c'est quelque chose de fort. Donc les 5 directeurs de course, on a pu les rencontrer. On a pu même donner des conférences à Nice. On a pu donner une conférence avec le directeur d'Ironman France. Il est venu le soir au théâtre Garibaldi à Nice, et on a pu donner une conférence. Il a ouvert la conférence notamment sur cette soirée-là. Donc Ironman nous a soutenus et continue à nous soutenir. Et puis c'est cool de pouvoir participer à ces prochaines courses et raconter un peu notre histoire d'éveil de course. Ouais. Bon, en même temps, le directeur de l'Ironman de France, il n'est pas très connu, quoi. C'est un triathlète amateur, hein. Salut Yves, qui est passé dans le podcast aussi. Et c'est vrai que quand j'ai fait mon défi et que je suis passé à Nice, il m'a bien filé un coup de main aussi pour rentrer en contact avec les politiques et les organisations locales. Et j'ai eu le droit à une superbe arrivée à Nice. Donc merci Ironman. D'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, si vous voulez soutenir le podcast, c'est avec grand plaisir aussi. J'en profite, tu vois, pour faire un peu de
Qu'est-ce qui se passe après? Parce que là, tes 5 Ironman sont faits. Malgré tout, tu l'as dit, tu es encore à 100% sur l'association. Il y a encore plein de choses à faire. Le documentaire n'est pas encore sorti. Le film documentaire n'est pas encore sorti. Donc, une fois que tu passes la ligne de la 5e course, qu'est-ce qui se passe? Le travail n'est jamais fini? Le travail commence en fait. Le travail commence, et j'ai envie de dire, on est tout au début de l'histoire. On a pu, voilà, mission accomplie. On a pu atteindre ce jalon de courir 5 Ironman pour la cause de ces maladies, la cause commune. Donc, mission accomplie en tout cas pour l'aspect sportif et puis l'aspect voilà, aller chercher le grand public. Et puis, la mission actuellement, c'est de terminer le tournage du documentaire. On est encore en tournage auprès des institutions médicales, sportives et aussi de santé publique. On rencontre vraiment, dans ce documentaire, ça va être le premier documentaire Alzheimer qui donne un aperçu complet sur tous les jalons de cette maladie, avant le diagnostic, le rapport social, le rapport traumatisant, stigmatisant de la maladie. On va tenter de comprendre, expliquer avec les experts pourquoi il y a ce regard encore difficile au sujet de cette maladie. Et ensuite, l'aspect diagnostic, on a abordé le sujet tout à l'heure, post-diagnostic, traitement, les différents traitements pharmacologiques à venir peut-être, et puis non pharmacologiques, on parlait de la méthode Finger, on va peut-être revenir dessus après. Donc tout ça, c'est un documentaire, on a tourné aujourd'hui pratiquement 40 jours, il nous reste environ une semaine à tourner. On va retourner en Suède, tourner 2-3 sujets spécifiques. On a eu la chance de rencontrer la reine Sylvia de Suède qui nous a accueillis un jour parce qu'elle est touchée par la maladie. Elle était proche aidante de la reine-mère de Suède. Donc là, c'est un témoignage fort sur l'éducation. Donc elle a lancé les universités Sylvia. Elle a lancé en Suède des initiatives qui viennent former des thérapeutes spécialisés sur ces maladies. Donc elle nous a transmis un message fort autour de l'éducation. On a rencontré aussi la ministre de la Santé en Suède qui nous a donné un message fort aussi sur la prévention dans les communes. On a rencontré également en Suisse des témoignages très forts de malades jeunes, des malades jeunes qui ont 45 ans, ils ont des jeunes enfants ou des ados à la maison, on a 45 ans, on a souvent les malades jeunes ont un déclin cognitif accéléré. Ils vivent la maladie de manière plus brutale que, on va dire, ceux qui vivent pas le contexte de la maladie jeune. Malade jeune, c'est moins de 60 ans. Et on a rencontré des témoignages forts, donc on va retourner rencontrer certaines personnes qu'on a pu rencontrer pendant ces 40 jours et délivrer ce documentaire en fin d'année. Donc le prochain jalon maintenant, c'est l'avant-première du documentaire. Et l'avant-première du documentaire, l'idée qu'on a aujourd'hui en tête, c'est de restituer ce documentaire auprès des institutions publiques, auprès du grand public. Donc on a prévu, alors je peux le partager ici, on a comme idée de le projeter dans les 6 parlements des 5 pays concernés, donc France, Suisse, Espagne, Portugal, Suède. Donc les 5 parlements nous ont donné le feu vert pour diffuser un documentaire de société dans l'institution publique, et le Parlement européen à Bruxelles qui nous l'a proposé en premier, vu le besoin et le potentiel impactant que peut amener ce documentaire. Et ensuite, il sera diffusé en télé, j'espère en 2026-2027, mais entre-temps, on va le diffuser le plus largement possible dans les écoles, dans les clubs, dans les institutions publiques, privées. On est sollicité par beaucoup d'établissements scolaires. C'est une des surprises du projet, sous justement les conseils qu'on a pu recevoir lors de nos tournages, d'aller à la rencontre des jeunes. Et c'est vrai que la rencontre des jeunes, il s'est passé quelque chose de fort, quelque chose de grand. Et la première fois, c'était au lycée français international de Cascais à Lisbonne. Je me suis retrouvé avec mon laptop à présenter quelques images de tournage et puis raconter mon histoire. Et il y a beaucoup d'enthousiasme chez les 10-16 ans, donc il y avait collège, lycée, et là on a eu un écho mais tellement positif que le bouche à oreille a fonctionné, et aujourd'hui on essaie de faire un établissement scolaire par semaine pour sensibiliser et puis engager, promouvoir l'activité physique auprès des jeunes pour la santé cérébrale qui touche aussi la santé mentale des jeunes. Donc important message et important jalon, on est très heureux de rencontrer ces jeunes toutes les semaines. Ouais. C'est beau, c'est beau. Si tu as besoin, moi j'ai passé 16 ans au Luxembourg et j'ai des connexions avec le lycée français à Luxembourg, le lycée qui est en fait l'école française de Luxembourg, qui commence à la maternelle et qui finit en terminale au lycée. Donc voilà, si tu veux diffuser là-bas aussi, n'hésite pas et je te mettrai en relation avec mes contacts. Et puis si tu veux passer à Toulouse, ou peut-être que c'est ce que pourraient faire nos auditrices et nos auditeurs, s'ils veulent filer un coup de main, peut-être aller à la rencontre des établissements scolaires que fréquentent leurs enfants, ou même si vous êtes des profs, des instituteurs,
des enseignants, lever la main et proposer un coup de main pour être des relais, parce que j'imagine que tu peux pas être partout dans le monde, ne serait-ce qu'en France, je sais pas combien il y a de milliers d'écoles, de collèges, de lycées, d'enseignement secondaire et supérieur. Peut-être que chacun peut être le relais pour toi et pour diffuser la bonne parole. Ouais, alors merci pour le message, Hermano, merci pour le message. On a des ambassadeurs sur les 5 pays, donc on est ouvert à fédérer avec plus d'ambassadeurs, et puis on a des capsules vidéo, on a aussi une conférence adaptée aux 10-16 ans avec un narratif, avec des petites vidéos très instructives sur la maladie et sur l'engagement, encourager aussi l'engagement solidaire, l'engagement social, l'engagement associatif, et une partie qui vient aussi faire la promotion de l'activité physique, notamment chez les ados. On voit que les ados, les 10, 12, 13 ans, ils sont plus souvent à fond dans le sport, et puis quand vient l'adolescence, ils lèvent un peu le pied sur la pratique du sport. Donc là, on est en train de mettre en place un programme, un module, une espèce d'atelier qui vient soutenir par la pratique aussi des sports qui sont liés au triathlon, à engager et puis à stimuler la pratique sportive chez les ados. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on serait très heureux de fédérer, participer, et puis nous joindre à l'action locale dans les différents établissements scolaires. Bon, puis un autre point sur lequel je voulais rebondir, je ne sais pas si tu as déjà pris rendez-vous pour aller en Suède, mais moi j'y serai le lundi 1er septembre. Tu sais, il y a une petite course de swimrun, ça s'appelle Otilo, je crois, championnat du monde, un truc comme ça. Donc voilà, si tu y vas en septembre, ce serait bien qu'on se retrouve là-bas. Ah bah génial, avec plaisir. Alors on y sera en septembre-octobre, on n'a pas encore fixé la date, mais je note sur le calendrier le 1er septembre en tout cas. Ouais. Super. On passera par Stockholm pour y arriver. Nous, avec mon binôme, en plus, on essaye de mettre en avant notre engagement écologique. Donc, on y va en train. Moi, je suis à Toulouse, lui, il est à Paris. Donc, déjà, rien que de Paris, c'est 24 heures de train pour aller jusqu'au lieu de départ de Stockholm, oui. d'Otilo. Donc, moi, tu rajoutes 4 heures en partant de Toulouse. Donc, ça va être sympa comme périple. 24 heures aller, 24 heures retour, ça va être chouette. Génial, génial. Bravo, bravo, bravo. Le train, alors il y a un super train qui monte jusqu'à Stockholm. On l'a pris pour monter également. De Copenhague, tu passes dans cette espèce de tunnel qui monte jusqu'à Stockholm. Ouais. C'est super beau, quoi. Ouais. Un beau parcours en train. Bravo à vous et bonne préparation surtout. Merci. Bah, tu vois, ça fait un mois que je fais rien, donc la prépa, elle n'a pas encore commencé. Je viens de bien rechuter, mais bon, ça va venir. Tu as parlé de la méthode Finger tout à l'heure. Je te propose justement qu'on clôture doucement en passant par la phase de prévention de l'Alzheimer. Comment est-ce qu'on peut se prémunir de cette maladie neurodégénérative ou de toutes les maladies neurodégénératives de manière générale, au-delà des questions de santé publique? C'est le message fort qu'on peut retenir sur cette maladie. Il y a 2 messages forts. Le premier, c'est la prévention, comme tu viens de le dire. C'est une maladie qui est accessible à la prévention. Donc ça, c'est des choses qui ont été publiées déjà depuis une quinzaine d'années, mais il y a une nouvelle récente publication au Lancet Journal en juillet 2024 qui est venue encore appuyer le fait qu'on pouvait réduire les risques de 45%. 45%, c'est énorme. En adoptant un mode de vie sain, on pouvait réduire les risques d'exposition à la maladie. Pour la partie non génétique. 45%, ça veut dire quand même une chance sur 2. Il y a une chance sur 2 de ne pas tomber malade si on adopte ces 5 méthodes de prévention. Alors les 45%, ils ont mentionné 14 facteurs de risque. Les 5 moyens de prévention, c'est 35%. Donc, c'est une étude qui est c'est déjà important. Et c'est vrai que dans les établissements scolaires, nous, on parle beaucoup de la méthode Finger parce qu'elle est facile à mémoriser, puis elle est applicable le jour même. Donc, c'est quand même un peu cochon de parler de méthode facile à mémoriser quand on parle d'une maladie qui, justement, attaque la mémoire. Tu noteras pour les prochaines interventions à ça. C'est vrai. Il y a 5 moyens de prévention. C'est un mode de vie qui permet de réduire les risques donc de 30 à 40%. Donc, avec cette méthode Finger qui a été développée par professeur Mia Kivipelto de l'Université Karolinska, qui fait partie du film documentaire. On va d'ailleurs partager la capsule de cette interview dans quelques semaines à venir. Donc, les 5 moyens sont le premier, qui est le levier le plus fort, c'est l'activité physique.
Donc l'activité physique, on peut citer peut-être la recommandation de l'OMS de 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, donc 150 minutes dans la semaine. Une activité physique de faible intensité, donc marcher vite pour aller chercher sa baguette, faire un détour pour aller au travail, s'arrêter une station de métro avant d'aller récupérer ses enfants à l'école, par exemple, c'est 5 minutes. Monter les escaliers, éviter l'ascenseur ou l'escalator. Si vous prenez l'escalator, marchez dans l'escalator, ne vous contentez pas de rester assis sur la marche qui monte toute seule. C'est ça, tous ces petits bouts ont un impact considérable sur ce levier fort qui est l'activité physique. Le deuxième, c'est la stimulation cognitive, donc continuer à apprendre, continuer à découvrir la lecture, les jeux, apprendre le piano, apprendre une danse, une pratique sportive, donc tout ce qui est stimulation cognitive est de nature à limiter les risques d'exposition à la maladie. Lisez une carte, lâchez Google Maps, lâchez Waze, lisez une carte, c'est une stimulation cognitive. Ah ouais, mais très bien, ouais, absolument. Être le moins dépendant de tous ces outils qui peuvent nous aider, mais revenir un petit peu à la base, quoi. Le troisième, c'est un levier qui est aussi très important, c'est l'activité sociale. Donc, c'est comme l'activité physique, on est fait pour bouger, quand on bouge plus, on s'use. Le social, c'est pareil, l'humain est fait pour avoir des relations sociales. Donc quand on les a plus, bien ça impacte forcément notre fonctionnement. Ensuite, le quatrième, c'est la nutrition. On retrouve les mêmes éléments, moins sucrés, moins salés, moins produits transformés, le plus naturel possible. Et le cinquième, c'est la santé cardiovasculaire, parce que ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau. Donc, ces 5 moyens de prévention permettent de réduire les risques de 30 à 40% des maladies type Alzheimer. Ouais. Oh. Une chance sur 3 de potentiellement pas tomber malade alors qu'on pouvait y être prédestiné. Je parle bien de prédestination. Je ne parle pas de destination, justement, parce que cette maladie-là, si je ne m'abuse, elle a aussi une part génétique, de transmission génétique. Donc, potentiellement, quand c'est inscrit dans notre patrimoine génétique, il y a quand même plus de chances qu'on tombe malade. Oui, il y a une partie génétique, pour schématiser, on a eu la chance de rencontrer la référence française sur génétique à Alzheimer, c'est le professeur David Vallon à Rouen, au CHU de Rouen. Le professeur David Vallon nous a éclairé sur tous les enjeux autour de la génétique. Donc, il y a 2 formes génétiques. La première, c'est une forme héréditaire, c'est une faute d'orthographe sur 3 gènes qui contribuent à développer la maladie d'Alzheimer jeune. Donc, quand on dit jeune, c'est autour de 40, 50 ans. Donc, les malades jeunes ont en général cette forme génétique héréditaire qui est très rare. Donc, c'est 1% des malades. Environ, c'est 1% des malades qui ont cette forme génétique héréditaire. Donc, une des 3 fautes sur 3 gènes. Et ensuite, il y a l'autre partie génétique qui, elle, est plus aléatoire. C'est une prédisposition génétique, je ne me souviens plus des termes exacts, je devrais vérifier l'interview qu'on a menée avec David Vallon. Il y a des gènes qui augmentent le risque d'exposition à la maladie d'Alzheimer, c'est le gène APOE4. Donc quand on a un de ces gènes, on a 30% de risque en plus. Quand on a 2 gènes APOE4, donc la paire homozygote, on a 60% de chance de risque d'exposition à la maladie. Ça, c'est des études qui ont été menées sur 15 000 patients. Donc, c'est un cohorte qui est assez grand, qui ont montré qu'il y avait une petite prédisposition génétique. Mais là où la science est en train de faire avancer les choses, c'est que justement pour cette deuxième partie, cette prédisposition génétique, donc des personnes à risque d'Alzheimer, eh bien la pratique justement de l'activité physique, maintenir un lien social, la stimulation cognitive, permet de réduire ces risques pour cette partie où on a une prédisposition génétique. Donc, les moyens de prévention sont aussi efficaces pour cette partie-là. Pour la partie héréditaire, malheureusement, non, parce que c'est vraiment codé, c'est vraiment inscrit. Il y a encore beaucoup d'études là-dessus, mais a priori, ce que le professeur Vallon nous a expliqué, c'est que cette partie héréditaire, qui est vraiment un 100% sûr que la maladie va se déclencher, eh bien, ces moyens de prévention n'ont pas encore démontré leur efficacité. Donc, encore beaucoup de choses à découvrir. Et la question qui tue, pour ainsi dire, est-ce que toi, tu es une personne à risque? Moi, je suis une personne à risque. Ouais, moi, je suis une personne à risque. Dans notre projet associatif, donc on sensibilise avec le film, on fait de la prévention auprès des jeunes
avec cette campagne, ce qu'on appelait la campagne. Et puis, il y a une troisième mission, c'est une étude médicale. Donc, moi, je suis dans une étude médicale maintenant depuis quasiment 2 ans avec mon copain Thomas Rousse. On est tous les deux des personnes à risque sur cette partie génétique APOE4 parce qu'on a des antécédents familiaux qui font qu'on est à risque. Et on mène avec le CHU de Lausanne et puis une pépinière de start-up MedTech, Biotech, on mène une étude approfondie en prélevant tout un tas d'échantillons, microbiote, salive, ADN, épigénétique. On a fait des tests physiologiques, tous les tests de sport possibles, les tests cognitifs. Donc, on a démarré une étude sur nous-mêmes. Donc, on est les 2 premiers à être suivis maintenant depuis pratiquement 2 ans. Et on va prolonger cette étude médicale avec d'autres personnes qui sont aussi à risque. Et l'idée, c'est de mesurer les bienfaits d'une activité physique de faible intensité sur la maladie neurodégénérative. Donc, comment finalement une pratique, on va dire constante d'une activité physique de faible intensité, donc on reprend les références par exemple de l'OMS qui sont 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, plus ou moins. Dès lors que c'est monitoré, on va investiguer et puis on va mesurer les bienfaits sur l'arrivée ou en tout cas sur la santé cérébrale plus généralement. Donc oui, on est cobaye, on va dire, on est cobaye. Si on peut faire avancer la science, eh bien c'est encore mieux. Et depuis qu'on a lancé cette étude, en tout cas moi, en tout cas sur mon profil de santé, parce que je suis suivi depuis maintenant une quinzaine d'années dans ce CHU. J'ai jamais été en meilleure santé aujourd'hui par la pratique régulière d'une activité physique de faible intensité. Alors moi, j'ai fait très peu de cardio d'intensité. J'en fais très peu. Très peu. J'ai suivi les conseils des coachs pour s'entraîner tous les jours. Faible intensité, on atténue la fatigue, on atténue aussi les risques de blessures. Donc j'ai eu la chance pendant mes 30 000 km d'entraînement. J'ai fait 30 000 km d'entraînement depuis 2022. Je ne me suis pas blessé. J'ai eu aucune blessure pendant ces 30 000 km parce que j'ai fait principalement, je crois, sur les 90%, j'ai fait de la faible intensité. Et les derniers résultats, en tout cas, de cette étude ont montré que j'ai jamais été en meilleure santé aujourd'hui, alors que j'ai pris 10 ans, 15 ans depuis les premiers tests dans ce centre hospitalier. Donc encore une fois, ça remet une pièce dans le jukebox de la pratique d'une activité physique comme étant un médicament hyper efficace, quoi. C'est pas moi qui dirais le contraire. On est bien d'accord. Hassan, je termine normalement l'épisode en posant une question de comment, selon toi, devenir triathlète. Je ne sais pas si elle est très adaptée pour toi. En revanche, je voudrais le terminer en remettant une couche sur ces méthodes de prévention. Au-delà de pratiquer une activité physique, de pratiquer une activité de solliciter un petit peu son cerveau, au-delà de faire attention à ce qu'on mange, au-delà de faire attention à comment on dort, au-delà d'entretenir le lien social, etc. Comment est-ce qu'on pourrait résumer sur les méthodes de prévention ou peut-être les méthodes d'attention que peuvent avoir les proches sur des personnes qui potentiellement sont touchées. Toi, tu l'as dit, tes sœurs et toi, vous vous en êtes rendu compte extrêmement vite, plus vite que les gens qui vivaient à côté de ton père parce que vous le connaissez bien. Comment est-ce qu'on peut être alerte et surtout, comment est-ce qu'on peut inciter les personnes malades ou qu'on suspecte d'être malades de se faire soigner? Tu as parlé de la phase de déni. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre tout ça en charge pour améliorer? Parce qu'on le sait, une prise en charge le plus tôt, même sur une maladie incurable, permet d'avoir une fin de vie beaucoup plus sereine, peut-être. On a choisi le sport comme vecteur de message et comme catalyseur de lien social pour partager justement toutes ces informations que nous n'avions pas. Et on voit que le sport est un catalyseur social puissant parce qu'on arrive maintenant à partager ce message. Donc oui, le diagnostic précoce, c'est le premier message fort qu'on souhaite partager. Vous avez un problème au genou, vous allez voir un médecin. Vous avez un problème de troubles cognitifs, de déclin cognitif, ou c'est souvent les sens ou la mémoire récente qui est touchée. Allez voir, allez au premier centre de la mémoire proche de chez vous pour rencontrer un neurologue et puis diagnostiquer si c'est cette maladie ou pas. Plus tôt on la diagnostique,
plus tôt on peut prendre des mesures sur ce qu'on a cité tout à l'heure, par exemple les moyens de prévention, pour réduire, atténuer les risques et l'arrivée de la maladie, quoi. Et puis pour terminer, où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on t'encourage? Où est-ce qu'on soutient 5 Ironman Beat Alzheimer? Alors, on a un site qui porte le nom, 5 Ironman Beat Alzheimer. Alors, j'ai pas mis mon polo aujourd'hui parce que je l'ai oublié. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez contribuer, vous pouvez nous soutenir. On va mettre en ligne ces prochains jours des t-shirts et des polos avec le logo 5 Ironman Beat Alzheimer pour venir nous soutenir dans notre tournée, nos campagnes dans les différents pays pour aller à la rencontre des jeunes et des moins jeunes et du grand public pour partager cette histoire qu'on a vécue à travers ces 5 courses. Donc 5ironmanbeatalzheimer.com. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Hassan. Je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y avait des choses qu'on n'a pas abordées sur lesquelles tu aurais voulu clôturer? Il y avait peut-être les biomarqueurs sanguins, qui est un peu la révolution Alzheimer pour donner un peu plus d'espoir auprès du public. Hein. C'est un peu la révolution de ces derniers temps. On a passé beaucoup de temps à... Alors, les biomarqueurs sanguins, c'est peut-être en une parenthèse, le diagnostic. Aujourd'hui, pour poser un diagnostic Alzheimer, on fait une IRM et souvent on fait une ponction lombaire. Donc, on va aller voir le liquide fasciculorachidien s'il y a ces protéines, ce mécanisme qui a démarré, et c'est très invasif, un IRM, une ponction lombaire. Et aujourd'hui, les chercheurs ont identifié dans le sang donc des indicateurs qui indiquent la présence de la maladie avant même les premiers symptômes. Donc ça, c'est quelque chose qui est une révolution, entre guillemets, dans la maladie d'Alzheimer, c'est qu'on pourra la diagnostiquer de manière très simple, avec une prise de sang, et pouvoir déjà déceler peut-être des risques d'exposition à ces maladies. Et c'est toujours à l'état de recherche. Les premiers pays qui vont développer cet outil comme étant un outil de diagnostic vont le faire je pense, dans les deux prochaines années. Donc ça va être aussi un message d'espoir. Avec une prise de sang, on va pouvoir mesurer aussi le risque et puis prendre justement les mesures pour limiter et réduire le déclin cognitif. Donc biomarqueurs sanguins, grande révolution Alzheimer du moment. Ouais. Super. Écoute, Hassan, merci encore. Bonne continuation, bonne fin de réalisation de ce documentaire, bonne prochaine course. Je crois que tu en as une qui est sympa du côté du Mont Blanc dans quelques mois. Voilà, moi, je serai en Suède, toi, tu seras en train de faire un petit tour autour du Mont Blanc. Et puis, écoute, au plaisir de se rencontrer. Et j'espère qu'on aura plein d'auditrices et d'auditeurs qui prendront contact avec toi pour en savoir plus, pour te soutenir, pour être des ambassadeurs peut-être locaux, pour diffuser la bonne parole auprès des écoles et autres. Merci Hermano, à très vite. Ciao.